Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Je rappelle que la Cour des comptes a pour mission de contrôler les comptes publics. Absolument. C'est bien cela, hein, Pierre La Moscovici. gestion publique, de juger aussi, d'évaluer les politiques publiques et de certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale. Oui. Parce qu'en réalité, quand on parle de comptes publics, c'est l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, c'est l'ensemble des agents publics que vous contrôlez. De l'argent public. Tout l'argent public. Oui. De notre argent, en quelque sorte. Hein. Bah oui, parce que c'est L'utilisation de notre argent. Absolument, public. Bon, public. La France a un budget pour 2025. Était-ce urgent? Ah oui, c'était tout à fait urgent parce que, d'abord, ça crée une situation de grande incertitude. Incertitude sur les marchés, incertitude dans les agences de notation, incertitude en Europe, et tout simplement, incertitude, c'est les agents économiques. Les entrepreneurs ne savaient pas quels impôts ils allaient acquitter. Les consommateurs non plus. Et donc, il y avait une sorte de retenue, et il y a encore d'ailleurs, sur l'activité économique. Les investisseurs n'investissaient pas ou différaient certains investissements. Les consommateurs, au lieu de consommer, épargnaient, alors qu'on a besoin, si on veut avoir une croissance plus forte. Et puis, tout simplement, les services publics étaient aussi dans l'attente. Alors, contrairement à ce qui a été dit, ils n'étaient pas interrompus. Il avait été voté en fin d'année dernière ce qu'on appelle une loi spéciale qui permettait que les services votés se prolongent et qu'on prélève des impôts. Mais il n'y avait pas de constance sur les politiques publiques. Donc, il était urgent d'avoir un budget. Pour rassurer, pour faire fonctionner l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, d'avoir un budget, pas seulement un budget, un budget de l'État et de la sécurité sociale, parce qu'il y a deux textes qui ont été votés. C'est vrai. Des textes de redressement financier, dit le ministre de l'économie. Vous êtes d'accord? Redressement financier. Est-ce qu'on redresse, si vous me permettez, grâce à ces textes-là, le budget, les finances de la France? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce que je veux le dire à nos auditeurs, la situation des finances publiques françaises est, et elle reste, très préoccupante. Nous avons aujourd'hui un déficit de 6,1% du PIB, 180 milliards d'euros. C'est plus du double de ce que nous devons théoriquement faire, 3% du PIB. C'est près du double de la moitié de l'Union européenne. Nous avons une dette publique qui représente près de 115% du PIB. C'est la troisième en Europe derrière la Grèce et l'Italie. Nous remboursons chaque année 60 milliards d'euros pour cette dette. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. C'est beaucoup trop. C'est désormais le deuxième budget de l'État devant la défense nationale. Bientôt le premier derrière l'éducation nationale. Et ces finances publiques se sont dégradées considérablement ces dernières années, notamment les 2 dernières années, 2023 et 2024, ont été ce que j'ai appelé des années noires. Pardonnez-moi de faire cette parenthèse, parce que quand on parle de redressement, il faut voir d'où on parle. Oui. On part d'une situation de très bas. Très préoccupante, très inquiétante, et qui ne pouvait pas perdurer, qui posait des problèmes de crédibilité, des problèmes de souveraineté à la France. Car quand on est trop endetté... 6,1, c'était le départ. Là, le budget prévoit 5,4. Alors, en fait, vous savez, nous appartenons à la zone euro. Oui. Donc, nous sommes engagés, à l'égard de nos partenaires de la zone euro, à réduire progressivement nos déficits. La plupart des pays de la zone euro sont en dessous de 3%. C'est le critère fixé. Pas arbitrairement, simplement parce que c'est à partir du moment où on est à 3% que la dette publique commence à diminuer. Bon. Et ça, nous sommes engagés à le faire d'ici à 2029. Nous sommes donc sur une trajectoire. Pour respecter cette trajectoire, il faut que le déficit baisse. Jean-Jacques Bourdin, pas seulement cette année, mais les années 5 années consécutives, de manière très substantielle. Disons que passer de 6,1% ou 6% à 5,4%, c'est le début d'une trajectoire. Et d'ailleurs, le gouvernement avait prévu. Mais c'est plus que ce qui était prévu par Michel Barnier, à 5%. C'est le minimum qu'il fallait faire. Et le Haut Conseil des finances publiques, pardon d'être là aussi technique, c'est une instance que je préside, qui donne des avis sur les projets de loi de finances, estime qu'il y a, disons, quelques risques modérés, mais des risques existants, que cela soit dépassé. Autrement dit, par exemple, la croissance est un peu surestimée, et quand vous surestimez votre croissance, ou en tout cas, elle est optimiste, si vous avez une croissance un peu optimiste, une prévision un peu optimiste, à ce moment-là, vous aurez peut-être moins d'impôts à l'arrivée. Donc, je demeure pour ma part, je dis, oui, c'est bien d'avoir un budget. Oui, c'est bien de réduire les déficits, mais c'est le minimum, et je reste extrêmement vigilant, comme vigie, gardien de la vérité des comptes publics en France. Vous êtes le gardien des finances publiques. En tout cas, de leur vérité, de leur sincérité et de leur efficacité. Alors, Pierre Moscovici, je vais reprendre 2 chiffres. 6,1, c'était le départ. 5,4, c'est ce que prévoit ce budget 2025. Il faut que ce soit exécuté. Oui, il faut que ce soit exécuté, les 5,4. 4,6, c'était ce que prévoyait le gouvernement pour le budget 2026. Et on sera probablement
à plus, 4,8, 4,9, c'est ce que dit le gouvernement déjà, donc la trajectoire, ça va être difficile à tenir. En ce qui concerne la croissance, 0,9 prévoit le gouvernement. Ou prévoyez-vous aussi une croissance à 0,9 ? Je reviens sur le premier chiffre que vous donniez, le 4,8, 4,9. Oui. Simplement pour signaler une chose, c'est que nous sommes dans une séquence de temps très particulière. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un budget pour l'année en cours est adopté en février, la première fois. Oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, c'est toujours adopté dans l'année N-1, donc en 2024. Bon. Ce qui veut dire que la discussion pour le budget 2026 commence tout de suite. En réalité, vous avez deux exercices qui sont collés l'un à l'autre. Oui. À l'automne, donc dans quelques mois, en septembre, on va commencer l'examen du projet de loi pour 2026. Et d'où, effectivement, mais moi, je ne prends pas le chiffre de 4,8, 4,9 pour argent comptant. Autrement dit, j'attends de voir ce qui se passera à ce moment-là, et je dis qu'il faut absolument rester sur la trajectoire des 3%. Attention à ne pas dire on va faire tout l'effort en fin de période, parce que si on fait comme ça, on ne nous croira pas, parce qu'on ne le fait pas en général. Donc j'en viens à la croissance. Donc il y a un risque de dépasser les 5% en 2026 ? Non, mais il faut vraiment, je le redis, que les 5,4 soient tenus. Pas seulement votés, mais tenus. Et ensuite qu'on continue l'effort. Il ne faut pas le relâcher, c'est pour des années. Bon. Deuxième chose sur la croissance. La croissance. Alors, la croissance. 0,9, vous y croyez ou pas pour 2025 ? C'est un chiffre qui est... Je vais vous citer ce que dit le Haut Conseil des finances publiques. Je dis c'est une technologie que je préside. Que dit le Haut Conseil des finances publiques ? Il dit que ce chiffre est atteignable. Autrement dit, il est un peu plus élevé que la moyenne des prévisions en la matière, qui est plutôt à 0,7%. Il n'est pas impossible, quand la prévision est à 0,7, d'avoir, sinon des bonnes surprises, du moins, disons, un regain d'activité. Mais il faut un regain d'activité. C'est-à-dire que sur la base de ce qu'on appelle l'acquis de croissance, c'est-à-dire où nous en sommes aujourd'hui, disons que 0,9, c'est compliqué à atteindre. Mais 0,7, 0,9, c'est encore l'épaisseur du trait. Donc, à l'heure où je vous parle, disons, voilà, c'est légèrement élevé, mais c'est atteignable. On peut le faire. Ce serait mieux de le faire parce que, je reviens à quelque chose d'un peu plus sérieux, si on ne le fait pas, pour le coup, ça veut dire un peu moins de recettes pour le trésor public. Un peu moins de recettes pour le trésor public, ça veut dire soit davantage d'économies à faire, soit un peu plus de déficit. C'est pour ça que, si vous voulez, on est sur... vraiment, il faut que les chiffres de 5,4 soient un chiffre non seulement voté, mais ensuite exécuté, qu'on soit extrêmement méticuleux, rigoureux, précis dans son exécution. Bien, on ne va pas noyer l'auditeur ou l'auditrice de chiffres, mais un mot quand même, une question. Est-ce selon vous, un projet de loi rectificatif sera nécessaire au printemps ? Mais je suis absolument incapable de le dire aujourd'hui. D'abord, pour une raison. Oui. Écoutez, le budget vient d'être voté il y a 2 jours. Oui, c'est vrai. Mais je vais raisonner un peu par l'absurde. Imaginons que, si vous voulez, si les risques qu'on identifie, c'est-à-dire une croissance un peu moins forte, des dépenses un peu plus élevées, des recettes qui rentrent moins bien, se matérialisaient, à ce moment-là, il faudrait sans doute ajuster. Et là aussi, le Haut Conseil l'a dit. C'est-à-dire 5,4 est un chiffre qu'il faut tenir. Autrement dit, soit tout marche bien et on y est. Si ça ne marche pas, oui, il faudra à ce moment-là des mesures correctives. Parce que ce que j'exclus pour la France, ce que je souhaite qu'on exclue, parce que je ne suis pas dans l'exécutif, c'est de faire en fin d'année à nouveau 0,2, 0,3, 0,4 points de dérapage. Parce que là, pour le coup, on perd notre trajectoire. Et qui perd sa trajectoire perd sa crédibilité. Qui perd sa crédibilité veut dire aussi que les marchés, pardon, je vais utiliser un gros mot ici, on les aime ou on les aime pas, c'est juste des gens à qui nous devons de l'argent, parce que nous sommes endettés. Ils peuvent à ce moment-là se dire, ok, la France n'est pas sérieuse, donc on fait payer le taux d'intérêt. La France qui va devoir emprunter 300 milliards en 2025. Oui, et le problème, c'est le prix de cet emprunt. Oui. Et 58% de cette dette appartient à des étrangers. Mais oui, c'est les marchés. Ils sont les marchés. Mais sur les marchés. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça veut dire que si, par exemple, nous ne tenons pas nos objectifs budgétaires, à ce moment-là, le risque, c'est que justement, il y ait une prime de risque. C'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentent. Et si ça coûte plus cher, ça fait plus de dettes, etc. C'est ce qu'on appelle une boule de neige. Donc, je résume, 5,4, je reviens à ce chiffre, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et je voudrais un dernier chiffre. La dette augmente de 9 537,39 € par seconde. Oui, c'est ça, oui. 9 539 € par seconde. Mais nous avons une dette qui aujourd'hui... C'est effrayant. Mais c'est effrayant. Jean-Jacques Bourdin, nous avons une dette qui est aujourd'hui supérieure à 3 300 milliards d'euros. Nous empruntons effectivement 300 milliards d'euros et plus. Nous sommes les plus gros émetteurs de dette dans l'Union européenne. Nous avons un remboursement de la dette qui est de 63 milliards d'euros. Pour rendre ce chiffre un peu concret, en 2020, il n'y a pas longtemps 2020, c'est il y a 5 ans,
la dette publique était inférieure le remboursement à 25 milliards d'euros. C'était le budget du logement. L'année dernière était à 53 milliards d'euros. C'est le budget de la défense. Aujourd'hui, c'est 63 milliards d'euros. Le budget de l'éducation est à 70. Il est vraisemblable qu'en 2026 ou 2027, parce que la dette va continuer à croître. Évidemment. On est la charge de la dette comme le premier budget de la nation. Et moi, je dis aux Français qui nous écoutent que c'est absurde. Parce que la dette publique, c'est la dépense la plus stupide qui soit. 1 euro pour l'éducation, 1 euro pour la défense, 1 euro pour la justice, 1 euro pour la sécurité, on sait à quoi ça sert. C'est des services publics, c'est de la sécurité, c'est de l'ordre, c'est de la justice. 1 euro de dette, c'est comme pour notre appartement, à quoi ça sert? À rien. C'est juste de l'appauvrissement collectif. C'est la raison pour laquelle je préconise absolument d'avoir une politique. Je ne suis pas austéritaire, je ne suis pas devenu un maniaque du chiffre. Vous savez, j'ai été un homme politique, ce n'était pas ma tendance. Je dis juste que les nations qui s'appauvrissent ou qui s'endettent sont des nations qui s'abandonnent. Je cite Pierre Mendès France là. Et donc ne nous abandonnons pas. Reprenons notre destin en main. Reprenons notre souveraineté, notre capacité d'action. Pierre Moscovici, c'est pas compliqué. Il faut Vous croyez accélérer, augmenter les recettes et réduire les dépenses. Hein. Oui, ça me paraît pas très compliqué. Alors c'est pas compliqué à mettre comme ça moi, je sur veux la dire, table. mais dans ce budget, c'est un peu dérisoire. On est à 30 milliards d'un côté, 20 milliards de l'autre. Bon, c'est un peu dérisoire, franchement. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez colossaux. Oui, mais comparé aux 300 milliards que nous allons emprunter, mais soyons conscients que vous avez dit quelle était la vitesse de croissance de la dette. La dette publique va augmenter jusqu'en 2027 ou 2028. Alors pas forcément à ce rythme-là, justement ce qui dépend des déficits. Mais il faut qu'on reprenne le contrôle de nos finances publiques. Et reprendre le contrôle, ça prend du temps. S'il y a effectivement 50 milliards d'euros d'efforts, c'est loin d'être négligeable. Simplement, cet effort, il doit être juste et partagé. Et là, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que j'ai une conviction. Il faut savoir faire des impôts pour la justice fiscale. Ça, c'est normal. Mais on ne peut pas non plus écraser l'économie d'impôts. Autrement dit, là, en 2025, pour une raison extraordinaire, on a fait des impôts. En 2026, le projet de loi de finances ne devra pas comporter beaucoup de nouvelles mesures fiscales. Il faudra basculer. Pas de hausse d'impôts en 2026. Il y en a eu, là, des hausses d'impôts. Beaucoup. Vous avez cité le chiffre de 30 milliards. Bon, c'est beaucoup. Mais c'était sans doute nécessaire, d'abord pour équilibrer le budget, puis aussi, il y a un justifié. Mais il ne faut pas aller plus loin. Il y a 13 ans, quand j'étais ministre des Finances, j'ai prononcé une phrase, le ras-le-bol fiscal, qui m'est resté un peu collé au basque. Nous sommes dans le ras-le-bol fiscal. Non, mais il faut y être sans arrêt attentif. Et donc, l'année prochaine et les années suivantes, il faudra surtout basculer du côté des économies en dépenses. Deuxième remarque, vous citiez un chiffre d'économie. Pour l'essentiel, c'est l'État qui supporte ces économies. Oui. Il faudra demain que cet effort d'économie soit partagé entre toutes les sphères de l'action publique, l'État bien sûr, mais aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Autrement dit, il faut qu'on réfléchisse à quelles sont les bonnes politiques publiques qui permettent de faire des économies pour un bon service public, mais moins cher et plus performant. Puisqu'on parlait des hausses d'impôts, hausse de l'imposition sur les grandes entreprises, taxe du Made in France, dit Bernard Arnault. Vous êtes d'accord ? Non, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je suis pas, moi, un entrepreneur. Je suis pas un homme politique. Je pense simplement qu'en effet, il faut faire attention à ce que nos entrepreneurs se sentent suffisamment libres pour investir. Autrement dit, je ne crois pas que là, on soit dans l'excès. Bernard Arnault a donné un avertissement, mais en revanche, il ne faudra pas aller beaucoup plus loin. La France est-elle un paradis fiscal pour milliardaires, comme le répète François Ruffin ? Je ne tombe pas dans ce commentaire de ce genre de formule. Non. C'est vrai ou pas ? Je ne crois pas, non, la France n'est en rien un paradis fiscal d'ailleurs. Disons que, ce que veut dire François Ruffin sans doute, c'est que les grandes fortunes de ce pays n'ont pas été mal servies ces dernières années, d'où l'effort de justice fiscale. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Bien, les retraites. Vous avez été missionné, la Cour des comptes, mission flash. Où en êtes-vous ? Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 février. Oui. Et dans 12 jours, jour pour jour, le 19, je monterai les marches de l'escalier de Matignon pour rendre ce rapport, qui sera court, au Premier ministre François Bayrou. Ce qui veut dire qu'en un mois, nous aurons vraiment rempli la mission, elle est flash pour le coup, d'aller très vite pour faire un état des lieux indiscutable de nos régimes de retraite. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? D'abord, tous les régimes de retraite, tous. Les régimes publics, les régimes privés, les régimes spéciaux, les régimes complémentaires, les régimes surcomplémentaires et même les retraites agricoles. Nous ferons un point précis sur la situation des régimes de retraite. Ensuite, une forme d'audit des régimes de retraite. Disons une forme de
Oui, d'analyse flash de la situation, un diagnostic indiscutable. Voilà. Un diagnostic. Ça, ce sera le premier chapitre. Et ensuite, nous projetterons, c'est-à-dire nous irons à 20 ans. Parce que c'est pas tout de suite qu'il y a des besoins pour les retraites. C'est progressivement au fil des ans, avec deux échéances, 2035 et 2045. Oui. Et puis à partir de ce moment-là, nous verrons quels sont les besoins de financement. Et nous dirons enfin quels sont les leviers d'action qui permettent, le cas échéant, de réformer la réforme. Ensuite, ce rapport étant fait, je le présenterai aux partenaires sociaux, à la demande du Premier ministre, tous, le fameux conclave. Je précise que j'ai rencontré tous les partenaires sociaux. J'ai rencontré chacun des acteurs qui seront autour de la table, patronaux comme syndicats, à ce moment-là. Et puis la Cour des comptes, ensuite, ayant fait son travail, laissera les partenaires sociaux négocier. 3 mois de négociation. 3 mois de négociation sur la base de ce constat qui, je l'espère, sera indiscutable et indiscuté. Voilà. Vous ferez une analyse de la situation, mais vous ne proposerez pas de réforme du système. Pas du tout. Simplement, on trouvera quand même dans notre rapport ce que je dis, les levées d'action, c'est-à-dire une sorte de... Quelles sont les touches du piano qu'on peut toucher. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on touche à l'âge de la retraite? Qu'est-ce qui se passe si, sans toucher à l'âge de la retraite, on augmente ou on diminue la durée de cotisation? Qu'est-ce qui se passe si on augmente les cotisations? Qu'est-ce qui se passe si on diminue les prestations? C'est ça les leviers. Qu'est-ce qui se passe si on indexe ou désindexe telle ou telle prestation de retraite? Et donc, je pense que nous donnerons là, si vous voulez, les outils pour la négociation. On verra bien précisément, tu touches à ça, combien ça rapporte, combien ça coûte. Et c'est en ceci que ce sera, je crois, utile. Si on a ce diagnostic indiscutable, si on a cette projection indiscutable, on verra effectivement de combien on a besoin et comment on peut y arriver. Ensuite, aux partenaires sociaux, entre eux, de discuter. Et puis, si vous voulez, je dis c'est une fusée à 3 étages. Premier étage, c'est nous, c'est au fond l'expertise. Et merci d'avoir fait confiance à la Cour des comptes. On lui fait confiance parce qu'elle est réputée, à juste titre, objective et j'espère compétente. Deuxièmement, c'est la négociation. S'il y a accord ensuite, il reviendra au Parlement de valider cette négociation. Et ce serait effectivement une bonne chose. Je pense que ce pari qui est fait sur une institution, la Cour des comptes, et sur le dialogue social, franchement, dans cette période où nous sommes, je ne fais pas de politique, est plutôt bienvenu. On s'est beaucoup plaint d'avoir délaissé les corps intermédiaires. Ben là, on leur laisse leur rôle. C'est une responsabilité assez lourde, mais que chacun doit jouer. Je rappelle que les retraites coûtent 376 milliards d'euros par an au budget. Aux Français. Aux Français, ben oui. 376 milliards d'euros par an. C'est aussi l'argent que nous accumulons au fil du temps par nos cotisations pour la solidarité entre les générations, pour ceux qui, effectivement, au terme d'une vie de travail, il n'y a pas que des chiffres, méritent en effet ce repos. Une réforme est indispensable. Alors d'abord, il y a eu une réforme. Oui, il y a eu une réforme, mais aujourd'hui, une réforme de la réforme. C'est aux partenaires sociaux de le dire. Disons qu'elle est possible. Le Premier ministre a rouvert le dossier. Elle est possible ? Sans doute. Le Premier ministre a rouvert le dossier. D'après les premiers... Non, c'est pas... Ça, pour le coup, on ne le dira pas. Je dis qu'elle est possible, au sens où le Premier ministre a considéré qu'il y avait là un chantier à rouvrir. Il a considéré aussi que tout était sur la table. Et c'est pour ça que dans notre rapport, on ne trouvera pas de totem et pas de tabou. Autrement dit, on montrera précisément qu'est-ce qui se passe de manière neutre si on fait ci, aussi si on fait ça, et si on fait son contraire. Bon, la Cour des comptes rend beaucoup de rapports. 180 par an. Oui, 180 par an. Alors, il y en a quelques-uns, mais vous n'êtes pas toujours suivi. Sur l'apprentissage, n'a pas été suivi. Non. Alors, je voudrais mettre le point sur les EPR. Oui. Vous dites que l'EPR n'est pas rentable. Dans l'état actuel, il n'est pas rentable, oui. Il n'est pas rentable, l'EPR. Alors que, pardon, mais 6 petits EPR sont au programme. Alors, Jean-Jacques Bourdin, vous savez, les rapports de la Cour des comptes, c'est toujours... Plus de 100 milliards d'euros. Pardonnez-moi, mais je vais essayer d'être un peu... C'est toujours extrêmement nuancé et balancé. Oui, là, vous avez dit que ce n'était pas rentable. 2 choses. Non, c'est pas rentable, mais on n'a pas dit que ça. Première chose... les rapports de la Cour des comptes sont quand même suivis. Et il faut qu'on le sache. On est toujours au fond, 76% de nos préconisations sont suivies. C'est pas si mal. Deuxième chose, je ne me plains pas que 100% de nos préconisations ne sont pas suivies. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas le gouvernement de la France. Oui. Pour le coup, j'ai été un homme politique, je respecte le suffrage universel, et c'est à l'exécutif de décider, c'est aux politiques de décider, je respecte le politique. Et je voudrais d'ailleurs qu'on respecte le politique, parce que quand on respecte plus le politique, on dérive dans une démocratie. Et puis troisième chose, sur l'EPR précisément, nous avons constaté, nous avions fait un rapport sur les EPR en 2020, qui pour le coup sur Flamanville était extrêmement dur. On avait constaté une dérive considérable des coûts et une incapacité à vraiment mener un processus industriel.
Cette fois-ci, nous avons fait un rapport plus vaste sur les EPR. Oui, je l'ai lu. Nous constatons, que tout de même, il y a eu un changement de pied, qu'on a pris des décisions pour aller vers le réarmement nucléaire au sens énergétique, que ensuite, on a mis en place des instances, des structures. Autrement dit, ça va mieux. C'est-à-dire, il y a un cap, mais il faut résoudre des problèmes concrets. Ces problèmes concrets sont, en effet, quand l'État, l'équilibre financier n'est pas atteint, et donc il faut faire un effort dans ce sens-là. Il faut aussi étaler dans le temps les investissements. Je prends l'exemple, on a des investissements à l'étranger, par exemple, il y a des acteurs, je les connais. Non, à Hinkley Point. Hinkley Point, voilà. J'avais moi-même négocié quand j'étais ministre des Finances. On veut en faire un autre à Sizewell. En Grande-Bretagne. Ce que nous préconisons, c'est d'abord finaliser Hinkley Point avant de faire Sizewell. Ça paraît du bon sens. Et on a d'autres projets aussi. En République tchèque ou ailleurs. Voilà, mais donc là-dessus nous le disons, commençons quand même par sécuriser les choses avant de faire du tout investissement. Et puis troisième chose, il faut qu'on retrouve une filière industrielle parce qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire. Voilà, donc c'est un rapport qui n'est pas décourageant pour l'industrie nucléaire, mais qui est exigeant. Voilà ce que la Cour des comptes essaie de faire. Est-ce qu'il faut engager la construction de ces 6 petits EPR? Ça, c'est au gouvernement. 100 milliards d'euros le coût. C'est au gouvernement de le décider, Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est le gouvernement qui décidera. Mais est-ce que ça vous paraît disons que notre rapport ne l'interdit pas, notre rapport ne recommande pas de ne pas le faire, le rapport montre au contraire qu'il est pertinent d'avoir des investissements nucléaires et de se donner des structures, mais il montre aussi les conditions pour que ça réussisse. Voilà exactement ce qu'il y a dans ce rapport. Alors j'ai une dernière analyse, je vais vous demander, Pierre Moscovici. Les chiffres de l'immigration ont été connus mardi. Il y a eu un vaste débat sur le coût de l'immigration. Est-ce que ça coûte ou ça rapporte l'immigration? Je suis incapable de vous dire ça parce que je suis pas à question. Vous avez travaillé à la Cour des comptes. On travaille sur l'immigration irrégulière et justement sur les reconduites. Et ce que nous montrions il y a un an, c'était qu'en effet, on pouvait faire beaucoup mieux. De quoi s'agit-il ? Il faut d'abord essayer d'éviter que des immigrés en situation irrégulière rentrent chez nous. Donc là, il y a un problème d'organisation des forces de l'ordre, de coordination entre la police et la douane. Et puis deuxièmement, il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire ceux dont nous ne voulons pas, pour des raisons de légalité. Nous devons être capables d'abord de les s'héberger et puis ensuite de les reconduire. Et là, nous faisions un constat qu'on connaît, c'est-à-dire que les OQTF étaient faiblement exécutés. Il semblerait que ça aille un peu mieux. Légèrement mieux. Mais là aussi, il y a toute une série de processus qui sont engagés, processus de sécurité, processus de justice, processus de coopération avec des États étrangers, délivrance de visas. Et voilà, c'est une politique globale qu'il faut mettre en œuvre. Et là, je crois qu'il n'y a pas trop d'idéologie en l'occurrence, parce que chacun convient que dès lors qu'il y a des situations irrégulières, il faut en effet éviter d'accueillir des immigrés qui seraient dans cette situation-là. Il faut être capable de reconduire ceux qui le sont, mais le faire toujours dans des conditions humaines et efficaces. Merci Pierre Moscovici d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Président de la Cour des comptes. Après le journal de 9h, Patrick Roger sera là.